Bonjour à tous. Donc je vais, à la suite des deux premières présentations, tester encore un peu plus l'optimisme de Valérie. Et ça va être dur à mon avis. Donc je vais vous présenter les 20 ans de données probantes à Santé publique France sur ce sujet-là. Donc avec tout d'abord le premier élément de contexte qui est bien sûr la canicule de 2003. Donc Michel l'a évoqué au niveau météo. Donc au niveau sanitaire, c'était 15 000 morts en excès. Et suite à cette canicule, il y a eu des travaux de l'INSERM tout d'abord, qui ont porté sur la mortalité. Donc il y a des travaux sur la mortalité par âge, par cause de décès, sur les régions les plus touchées. Donc très brièvement, ce que ces travaux avaient montré, c'est qu'on avait une surmortalité dès 45 ans, bien sûr plus forte chez les personnes âgées, en particulier les plus de 75 ans. Ils avaient montré aussi que toutes les causes de décès étaient concernées, enfin quasiment toutes les causes, y compris les cancers, etc. Avec bien sûr en particulier les déshydratations, les hyperthermies, les maladies rénales et les maladies respiratoires qui étaient les plus, où il y avait le plus de décès. Et puis quand ils ont examiné par région, donc les régions les plus touchées, c'était l'Île-de-France, et tout particulièrement Paris bien sûr, la région centre, et puis, quelle que soit la région, une surmortalité plus forte dans les zones urbanisées par rapport au reste de la région. Donc, côté Santé publique France, on a mené des travaux sur des facteurs de risque environnementaux et individuels. Donc on a réalisé des études cas témoins pour comparer des personnes qui étaient décédées pendant la canicule et des personnes qui avaient survécu, et voir quels étaient les principaux facteurs de risque et les facteurs protecteurs également. Donc on a comparé des personnes à âge équivalent et à niveau socio-économique équivalent. Et pour ce qui était du principal facteur environnemental qui était la température, on a utilisé des données satellitaires pour estimer l'îlot de chaleur urbain. Donc sur la gauche, on a l'îlot de chaleur de nuit, donc qui est plutôt concentré sur la ville de Paris et l'approche périphérie. Et puis sur l'image de droite, là c'est les îlots de chaleur de jour. Donc on ne le voit pas bien, mais Paris au centre, on a quand même évidemment un îlot de chaleur dans la journée. Mais sinon, les températures les plus élevées, c'est sur les zones industrielles, les aéroports, etc. Voilà, donc quand on a regardé les facteurs de risque, donc on avait la catégorie socio-professionnelle, donc les anciens ouvriers, hein, puisque c'est des personnes de plus de 65 ans, donc c'est des personnes qui étaient pour une grande partie à la retraite, mais la catégorie socio-professionnelle des ouvriers avait un risque de décès qui était multiplié pratiquement par 4. Les personnes qui étaient en perte d'autonomie, que ce soit besoin d'aide pour s'habiller, pour se lever, les personnes qui étaient confinées au fauteuil ou au lit, elles avaient des facteurs de risque qui allaient de 4 à 10, donc un risque de décès qui était multiplié par 4 à 10 selon le degré de perte d'autonomie. Donc bien sûr les pathologies, donc cardiovasculaires, respiratoires, psychiatriques, neurologiques, là encore c'est un facteur de risque important. Au niveau environnemental, il y avait le fait d'avoir un logement dans une chambre sous les toits, donc c'est l'endroit du bâtiment qui est le plus chaud, et le fait que ça soit une chambre seule, il n'y a pas de possibilité d'aération. Donc là, le risque de décès était multiplié par 4, qui est quand même très conséquent. Et puis le fait d'habiter dans un quartier plus chaud la nuit, donc là c'est ce qu'on a mesuré avec ces fameuses données satellitaires, multiplier le risque de décès par 2 à 3 lorsque la température nocturne était 1,5 degré plus chaude la nuit pendant au moins une semaine. Donc c'est surtout les températures de nuit qui avaient montré leur importance. Alors au niveau des facteurs protecteurs, pour ne pas être juste dans le pessimisme, on avait les comportements d'adaptation à la chaleur, comme le fait de s'habiller plus légèrement ou de se rafraîchir par de la brumisation ou par le fait de prendre des douches. Donc là, ça divisait le risque de décès par 3 à 5, sachant que ces comportements d'adaptation, plus on va vers des âges élevés, et plus ils sont difficiles à mettre en place. Et puis le fait d'avoir un logement bien isolé contre la chaleur divisait aussi le risque de décès par 5. Donc suite à ces premiers travaux, s'est posé la question de réduire les risques liés à la chaleur avec ce qui a été mis en place en premier, c'était d'alerter, de surveiller et de protéger les populations. Donc dès 2004, un système d'alerte canicule a été mis en place. Donc comme ce qu'a dit Mathilde, ça a d'abord été mis en place entre le 1er juin et le 31 août, et puis ça a été étendu à la première quinzaine de septembre, puisqu'on a vu des vagues de chaleur apparaître début septembre. Donc c'est un système d'alerte qui est mené conjointement par Santé publique France et Météo France.
Il est basé sur des seuils d'alerte locaux qui ont été évalués dans 14 villes pilotes en 2004, où on a comparé la température et la mortalité. Et donc ces seuils d'alerte, en gros, ils correspondent à une mortalité multipliée par 2 en l'absence de mesures de protection, quelle qu'elle soit. Et donc pendant ces vagues de chaleur, on surveille les impacts sanitaires pour voir à quel point la chaleur a eu un impact sur différentes pathologies ou la mortalité. Voilà, donc à ce système d'alerte est adossé un plan de gestion qui permet d'anticiper les canicules via le système d'alerte, mais aussi de prendre des mesures de protection, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Donc Mathilde reviendra sur cette question de vulnérabilité, mais en gros les personnes âgées, les nourrissons, les malades chroniques, les personnes en situation de handicap, les personnes sans abri, les travailleurs exposés à la chaleur et les personnes sédentaires. Donc c'est un plan de gestion qui se situe au niveau national, mais qui a aussi une déclinaison locale via le dispositif Orsec. Et dans le cadre de ce plan de gestion, il y a tout un panel de mesures, mais il y en a 2 qui sont réglementaires. C'est le fait d'avoir au moins une pièce rafraîchie pour chaque maison de retraite. Donc ça a été mis en place dès 2004. Et puis le fait d'avoir des registres municipaux de personnes vulnérables. Donc c'est tenu par les communes. Les personnes volontaires peuvent s'y inscrire, donc ce n'est pas une obligation. Et en cas de canicule, elles sont appelées et il va y avoir différentes mesures qui vont être mises en place par les villes. Voilà, donc là, sur le petit tableau, c'est les 4 niveaux du plan canicule, donc avec des mesures de communication dès les vigilances jaunes, et puis à partir de l'orange qui est le niveau d'alerte qui est le niveau d'alerte de base, on va dire, quand les seuils d'alerte sont dépassés. Il y a tout un panel de mesures, de communication, de plans de gestion dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Il va y avoir l'ouverture de ces registres de personnes vulnérables et également d'autres mesures. Et puis en rouge, donc là c'est quand la chaleur devient vraiment extrême qu'on constate des records qui peuvent être associés à des facteurs aggravants et à des impacts intersectoriels comme des pannes d'électricité ou des sécheresses. Donc là, les mêmes mesures qu'en orange sont mises en place, mais elles sont renforcées. Et puis, il peut y avoir aussi des mesures un peu plus poussées, comme par exemple des reports d'examens ou des reports d'événements sportifs. Donc ce petit graphique, c'est l'évolution des vigilances canicules depuis la mise en place du plan canicule, donc en 2004. Avec surtout un nombre important de vigilances en 2006. Après, on a une relative accalmie jusqu'en 2014. Et puis, à partir de 2015, on a des épisodes de vigilance tous les ans. Et les premières vigilances rouges qui sont apparues en 2019 et qu'on constate depuis pratiquement tous les ans, à part 2021 qui a été un petit peu plus calme. Alors sur les impacts associés, donc là ça a déjà été évoqué. Donc pour les résumer brièvement, donc on a les impacts directs comme le coup de chaleur, les impacts retardés qui vont être l'aggravation de pathologies préexistantes, une diminution des capacités cognitives, donc par exemple des apprentissages scolaires, mais également au niveau du monde du travail, donc des phénomènes de prématurité et de petits poids de naissance, des impacts sur la santé mentale. On a commencé, même si les données sont à consolider, parce que c'était uniquement sous forme de stages, donc des données très, on va dire, des analyses qui sont encore très sommaires, mais qui ont montré quand même, pour la première fois sur des données françaises, des impacts sur les démences et les psychoses en particulier. Et puis bien sûr des impacts sur la mortalité, qui peuvent être le prolongement d'impact d'abord sur la santé, mais la mortalité peut se produire brusquement sans qu'il y ait besoin d'avoir d'abord des passages aux urgences, etc. Il peut y avoir des mortalités très, très brutales qui interviennent directement au domicile des personnes. Donc pour résumer, la chaleur, on la voit souvent comme une question de confort d'été, mais évidemment, ce n'est pas seulement une question de confort d'été, elle a un vrai impact sur la santé. Et donc, c'est entre autres pour ça qu'on surveille tous les ans les recours aux soins d'urgence et la mortalité pour mesurer cet impact. Donc, sur les recours aux soins d'urgence, notre indicateur principal, ce qu'on appelle l'indicateur canicule, c'est celui qui regroupe les hyperthermies ou coups de chaleur, les déshydratations et les hyponatrémies. Donc, sachant que les hyponatrémies, c'est, on va dire, un effet secondaire d'une hydratation excessive sans apport alimentaire. Donc c'est notre indicateur principal parce qu'il est très réactif, mais bien sûr il y a beaucoup d'autres impacts.
Et donc on regarde les passages aux urgences, les consultations SOS médecins et les hospitalisations pour cet indicateur. Donc sur les étés 2015 à 2023, on a eu plus de 140 000 passages aux urgences et plus de 31 000 consultations SOS médecins pour cet indicateur en France métropolitaine. Et puis, c'est ce qu'on peut voir un peu sur le graphique de droite. Donc là, c'est les périodes de vigilance jaune, orange, rouge. En bleu foncé, c'est les passages aux urgences. En bleu clair, les consultations SOS médecins. Et on voit en fait qu'on a des passages aux urgences et des consultations SOS médecins tout l'été, avec bien sûr des pics qui interviennent au moment des vigilances canicules, donc au moment où il fait le plus chaud. Sur la mortalité, on a, quand je dis on, essentiellement Mathilde, a construit un modèle de relation pour estimer la relation température-mortalité, donc pour estimer plus spécifiquement la mortalité attribuable à la chaleur, puisque jusqu'à l'année dernière, on regardait les excès de mortalité toutes causes, et donc maintenant, on a un modèle qui nous permet d'estimer la mortalité spécifiquement attribuable à la chaleur. Donc il a été construit sur la période de surveillance estivale, sur les années 2014 à 2023, et toujours sur les départements de France hexagonale. Et donc sur cette période-là, ce modèle a estimé à plus de 37 000 décès attribuables à la chaleur pendant les jours chauds. Et parmi ces décès, on en a 28% qui sont observés pendant les canicules, donc c'est ce qu'on peut voir sur le petit graphique qui est en dessous. Donc 28% pendant les canicules, sachant que ces canicules représentent seulement 6% des jours étudiés. Donc sur cette période-là, on a chaque année entre 1000 et 7000 décès attribuables à la chaleur, avec les plus forts impacts qui ont été observés en 2022, donc c'est là où on a eu 7000 décès, et en 2019, qui ont été les périodes les plus chaudes les années les plus chaudes de cette période. Donc cet impact, il va concerner pour 2/3 les personnes de plus de 75 ans et pour 1/3 les personnes de moins de 75 ans, sachant que ça commence à partir de 45 ans, qu'on voit vraiment un impact à partir de 45 ans. Voilà, cet effet de la température sur la mortalité, bon là je ne présente pas les courbes qui vont avec, je n'ai pas le temps, mais il est assez rapide et en gros on a un effet qui est maximal les 3 premiers jours et qui peut perdurer 10 jours après le pic de chaleur. Alors on a aussi des disparités régionales, voilà, Michel l'a présenté sur les vagues de chaleur, mais on a aussi des disparités régionales sur la mortalité qui sont entre autres dues aux sévérités des vagues de chaleur, mais pas seulement. Donc là sur les cartes qu'on voit ici, c'est l'exemple de 2022. Donc la carte de gauche, c'est la sévérité des canicules pendant cet été-là. Donc plus c'est foncé, plus la canicule était sévère. Et puis sur la droite, c'est la surmortalité. Donc pareil, plus c'est foncé, plus la surmortalité était importante. Donc on voit bien que ces cartes, elles se ressemblent, mais elles ne sont pas complètement superposables, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, en particulier le type de population exposée. Des populations plus âgées vont avoir une surmortalité plus importante. Et puis aussi des populations qui sont peu habituées à la chaleur, comme les Hauts-de-France et la Bretagne, qui commencent à avoir des vagues de chaleur, mais dont les populations ne sont pas habituées. Et on peut le voir sur l'exemple de 2020, dans les 5 régions qui étaient qui ont été les plus touchées par la canicule, on a eu une surmortalité de 20%, mais dans les Hauts-de-France, on a eu une surmortalité de pratiquement 46%. Donc ça, c'est dû au fait que les populations ne sont pas adaptées, que l'habitat probablement n'est pas adapté non plus, et que les personnes ne mettent pas en place les mesures de protection nécessaires pour se protéger de la chaleur. Donc sur les disparités régionales, je vous présentais des petits graphiques en bulles qui ressemblent en moins jolis à ceux de Météo France, mais juste pour montrer un petit peu les différences. Donc là, le graphique de gauche, c'est le graphique France entière. Donc ce graphique qui présente la sévérité cumulée pondérée par la population et en ordonnée l'intensité. Donc sur France entière, on voit bien ici que la canicule la plus sévère et la plus intense, c'était 2003. Mais si on prend le graphique de droite, pour les Hauts-de-France, la canicule la plus sévère et la plus intense, c'était 2020 et pas 2003. Et sur l'Île-de-France, bon, ça reste 2003, mais on a d'autres vagues de chaleur qui se comportent un peu différemment de ce que ça a pu être sur la France entière. Okay, 2 minutes. Alors, je vais en parler très brièvement, mais parce que pour l'instant, on ne travaille pas dessus, mais la question des départements et des régions d'outre-mer. Le plan canicule, pour l'instant, il se concentre sur la France hexagonale, mais on a pu voir que dans les DROM,
3,8% de la mortalité est attribuable à la chaleur, donc ça représente plus de 2500 décès. Donc c'est un risque qui globalement est plus faible, légèrement plus faible qu'en métropole, mais avec une exposition qui est beaucoup plus longue tout au long de l'année et donc un nombre de décès qui est plus élevé, et donc des discussions qui commencent à se mettre en place pour élaborer un système d'alerte et de prévention aussi dans ces territoires. Donc là c'est un petit focus sur l'été 2023, puisque c'est le dernier qu'on a connu pour l'instant, pas dire qu'on connaisse vraiment de l'été pour l'instant en 2024. Donc c'est le 4e été le plus chaud observé dans l'Hexagone depuis le XXe siècle, avec 4 canicules qui ont été observées, donc deux en juillet, une en août qui a été la plus largement étendue sur la France, et puis une plus tardive en septembre. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres, sinon je vais dépasser les 2 minutes qui me restent. Mais voilà, des impacts qui sont conséquents sur les données SOS médecins, sur les passages aux urgences et sur les hospitalisations, aussi bien pendant l'ensemble de la période de surveillance estivale que pendant les canicules. Et donc là, sur les cartes qui sont en dessous, on peut voir les décès attribuables à la chaleur, donc à gauche sur l'ensemble de l'été, et à droite, plus spécifiquement, sur les périodes de vagues de chaleur, donc avec plus de 5000 décès tout l'été et 1500 pendant les vagues de chaleur. Et puis, au-delà des impacts sanitaires, il y a une étude qui a été faite à Santé publique France sur le coût socio-économique des canicules, donc sur la période 2015-2020. Donc je ne vais pas revenir sur le petit graphique qui présente un petit peu les étapes de construction de ce travail qui a été fait avec un économiste. Mais sur cette période-là, il y a eu 25,5 milliards d'euros de coûts économiques. L'essentiel de ces coûts, 23 milliards, c'était des coûts liés au décès, donc de mortalité en excès et d'années de vie perdues. Les coûts aussi liés à la perte de bien-être et aux restrictions d'activité, en particulier les arrêts de travail, avec 2,3 milliards d'euros. Et puis des coûts liés aux consultations SOS médecins, au passage aux urgences, aux hospitalisations, donc en lien avec la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, on a une petite partie des coûts, puisque là, on a regardé les malaises, les fièvres isolées, les hyperthermies, les coups de chaleur, les déshydratations et les hyponatrémies. Donc ça représente 0,03 milliards d'euros, mais il y a aussi tous les autres impacts sur toutes les autres pathologies qui n'ont pas été prises en compte ici. Et je pense que j'ai fini. Oui.